qu'est-ce qui me passionne de l'immobilier? L'immobilier, je trouve que justement, c'est un domaine qui, de un, c'est quand même large, ça varie tout le temps. Il n'y a pas une transaction qui est pareille, puis on a du même coup à dealer avec des êtres humains, donc c'est toujours variable. Et en plus, on a à dealer avec de la construction, avec des transactions. Donc, il y a beaucoup de variables là-dedans, fait que c'est juste de trouver ta spécialité. Moi, j'ai trouvé ma place dans tout ce qui est un peu marketing, vente et tout ça. C'est quelque chose que, au début, je me rebutais un petit peu, mais à un moment donné, j'ai fini par dire, bon, c'est là qui sont mes forces. Fait que c'est ça que j'aime. Puis en même temps, justement, le fait que ça soit tellement varié, c'est que tu peux te placer où est-ce que tu veux un petit peu à travers tout ça. Puis j'ai tellement fait de jobs, j'ai tellement fait de choses, puis j'avais la graine d'entrepreneur, ce qui fait en sorte que l'immobilier, c'est la seule chose qui a collé après moi. Puis c'est la seule chose que j'ai été capable de toffer plus que 3 mois, parce que maintenant, ça fait 11 ans, puis je me suis pas tanné encore. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, dans mes entrevues avec les experts investisseurs immobiliers, je reçois Olivier Lepage. Yes! Et ta compagnie, c'est quoi? Ça s'appelle Solutions Capital. Et on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Salut, merci Olivier. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Justement, c'est tellement drôle parce que quelqu'un qui me suit sur ma chaîne YouTube m'a contacté et il me disait, Chris, j'ai une idée pour toi. Fait que là, je l'ai contacté. Et merci en passant, parce qu'il m'a parlé de toi, je te connaissais pas. Puis il m'a dit, hey, Olivier Lepage, il vient avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision, il y a des nouvelles stratégies qui peuvent aider, qui peut t'aider toi, veux pas, mais aussi qui peut aider beaucoup d'investisseurs qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans la business. Donc, oui, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, d'où tu viens, puis comment tu t'es rendu, où est-ce que tu t'es rendu aujourd'hui? Eh bien, qui je suis, d'où je viens? Je suis un gars de la Rive-Sud. J'ai grandi sur la Rive-Sud. Je suis pas né là, mais j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal. Puis, écoute, j'étais des débuts très humbles, disons-le comme ça. Donc, bon, sans faire une histoire nécessairement cliché de pauvre à super riche. Puis, je suis pas super riche encore, anyway. Faire l'histoire courte, moi, j'ai personne qui était relié à l'immobilier. Je connaissais personne à l'immobilier. J'ai personne qui m'a supporté dans mon entourage direct pour commencer dans l'immobilier. Donc, je suis parti de zéro pin barre. Puis, c'est juste quelque chose qui m'intéressait. Curieusement, écoute, j'avais une pression de ma blonde à l'époque qui me disait, ben, il faudrait que tu fasses quelque chose de ta vie. Puis, tu sais, bon, jeune homme dans la vingtaine, je suis comme, whatever. Mais à un moment donné, bon, à force de me le dire, j'ai fait comme, OK, tu sais, je vais essayer de choisir quelque chose qui est un petit peu plus intéressant ou un petit peu plus valorisant comme carrière. Puis, faut qu'on se l'avoue, on va se dire la vérité, j'étais un petit peu paresseux quand j'étais fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben, regarde, l'immobilier, c'est 4 mois d'études, facile, fait que je vais le faire, tu sais. Fait que j'ai fait ça. C'est très drôle, mais en fait, je suis encore dans l'immobilier puis j'adore ça. Fait qu'il y a quelque chose qui m'a attiré là, puis la porte d'entrée facile aussi m'a attiré là. J'ai fait mes cours de courtier pour commencer. Fait que j'ai vraiment commencé comme courtier avec en tête, j'avais toujours cette intention de devenir un investisseur. Donc, j'ai fait mes cours de courtier. Immédiatement après, je suis parti en voyage 1 an. Je suis revenu ici. Puis là, mon point de départ, c'était, écoute, faut que je fasse quelque chose en lien avec l'immobilier. Parce que, bon, comme courtier, c'est pas nécessairement facile de partir avec zéro dans les poches. Non, vraiment pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un peu sur la rénovation. Je me dis, ça va m'aider à comprendre la construction, à comprendre l'immobilier, tout ça. Donc, j'ai travaillé sur la rénovation pendant 1 an, tout en étant courtier sur le side, un petit peu comme probablement beaucoup font ou ont fait. Beaucoup de courtiers ont fait. Puis après ça, écoute, là, j'ai décidé que c'était vraiment pas fait pour moi. J'avais mal partout, puis j'aimais pas ça, travailler sur la construction. J'ai fait comme, OK, là, je trace la ligne, j'arrête ça, puis là, je me lance, puis je suis courtier à 100%. Puis ça, c'est une des clés qui a aidé vraiment se commettre à faire comme, je trace ma ligne, puis c'est ça ou c'est rien d'autre. Fait que là, je me suis lancé dans l'immobilier comme courtier à temps plein et j'ai fait ma première transaction aussi en tant qu'investisseur. J'ai acheté un duplex. De façon créative parce que je suis sorti du notaire avec 12 000 $. Nice. Intéressant. Fait que c'est sûr que faut tenir en considération que le financement était vraiment facile. Dès que tu avais un pouls,
ils te donnaient un prêt. C'était pas compliqué. Fait que j'ai eu mon premier prêt assez facilement, puis bon, c'était surfinancé. Fait que je suis sorti du notaire avec de l'argent. Pour la vérité derrière tout ça, c'est que c'est un peu dans un ghetto, puis je l'ai encore aujourd'hui. Pour vrai? Oui, je l'ai encore aujourd'hui parce que c'était un mauvais achat. Fait que, ça, c'était une erreur. Mais, chose importante, par exemple, j'ai fait le pas. J'ai fait le pas, puis je l'ai acheté, puis oh my god que ça m'a appris un paquet de choses, dont dealer avec des locataires, dealer avec un immeuble, comment ça fonctionne, les hypothèques, tu sais, puis toute la poutine d'une transaction en tant qu'investisseur. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est correct, c'est rentable, un petit peu. Il prend de la valeur, un petit peu. Il est dans quel coin? C'est à Granby. Ok. Ouais. Ben écoute, je voulais un petit immeuble pour commencer. Pas cher. Pas trop cher, exactement. Fait que j'ai choisi Granby puisque c'est une grosse ville de région. Le défaut de Granby, c'est qu'il n'y a pas tant d'appréciation, mais il y a un petit cash flow versus Montréal, parce que c'est cash flow négatif souvent. Fait que ça, c'était mes premières aventures. Ensuite de ça, quelques transactions en tant que courtier. Puis là, tout de suite, je me suis niché dans l'investissement. Fait que j'essayais de dénicher des aubaines. Pour moi, pour d'autres investisseurs aussi. Puis là, j'ai commencé en fait à revendre des promesses d'achat, à m'impliquer un petit peu plus dans les transactions. Puis là, deuxième achat l'année d'après. J'ai acheté un condo sur plan qui, la minute qui était construit, il avait déjà pris un 10% de valeur. Dans ce temps-là, ça montait assez vite les condos. Puis là, ben, c'était une par année jusqu'à temps que, là, on va en faire 2 puis 3 par année. Puis tranquillement grossir comme ça. Puis là, j'ai été 6 ans courtier, en fait. Pour être précis, là, j'ai été 6 ans courtier. Puis j'ai monté de 3, 4, 5, 6, 8 transactions par année, tout le temps comme ça, grandir un petit peu parce que le but, justement, c'était de faire que ça. Puis au bout de 6 ans, là, je ne faisais que ça. Je faisais que mes transactions ou des transactions d'investissement comme ça. Cool. C'était les villes que moi j'achetais, que je revendais. Puis, bon, est arrivé un mur où est-ce que, là, j'ai eu de la difficulté à l'OACQ suite à une plainte. L'OACQ sont super stricts. Ouais, vraiment strict en plus. Fait que, puis tu sais, bon, c'est correct, là, ils font respecter leurs règles. Moi, en tant qu'entrepreneur et flippeur et investisseur, j'essaie toujours d'être créatif, veux pas. Fait que, bon, j'ai fait certaines choses que eux ils n'ont pas aimé. Rien de trop grave, c'est juste utiliser des formulaires qui sont pas de l'OACQ. Ah, ok, ouais. Ou ben non. Parce que t'étais courtier, dans le fond. Ouais, exact. Si t'étais pas courtier, t'aurais utilisé ces formulaires-là, t'aurais été correct. Ça dérange pas, mais tant que courtier, on n'a pas le choix d'utiliser des formulaires de l'OACQ. Puis moi, j'avais des formulaires qui étaient annexés, puis bon, je faisais aussi des garanties de rachat, comme certains courtiers le font. Puis il y a une garantie de rachat qui a mal viré comme ça. Puis bon, le propriétaire n'était pas satisfait malgré qu'il n'avait pas respecté les nombreuses conditions. Ça servirait contre moi. Puis j'ai perdu par manque de preuves. Par contre, devant l'OACQ, par contre au civil, ça n'a absolument rien donné parce que mes contrats étaient béton. Mais devant l'OACQ, j'étais le gros méchant loup. À cause de tes courtiers. À cause des formulaires. Puis là, ben, ils ont inspecté toutes les transactions que j'ai faites. Ils ont vu que parfois c'était créatif. Ils n'ont pas aimé ça. Ils m'ont suspendu. Ils m'ont mis à l'amende. Ils ont indemnisé le propriétaire que j'ai dû rembourser. Fait que tout ça, a été une période vraiment difficile. Attends, c'est pas tout. Mais en plus! Parce qu'en plus de tout ça, ça a donné où est-ce que moi, comme tu me posais la question tantôt, moi j'ai fait le classique, acheter un terrain, bâtir une maison autoconstructeur puis habiter dedans pendant 1 an, la revendre par la suite. J'ai fait ça 3 fois en ligne. Donc 3 années en ligne. Puis autoconstruction, habiter dedans, revendre par la suite. Tu payes pas d'impôts en faisant ça? Ben, on déclare gain en capital exempt d'impôt, exactement. Jusqu'à temps que l'impôt se décide de m'envoyer une lettre pour dire que hey, tu as vendu des propriétés et par le fait même tu es courtier et par le fait même tu as une compagnie de flip, ça passe pas. OK. Hey boy! Fait que là, ils m'ont réclamé 75 000 que j'ai dû négocier avec eux autres pendant 6 mois de temps pour baisser. C'est devenu un montant un peu plus raisonnable. Mais il a quand même fallu que je les paye. Ce qui fait que mes maisons n'ont pas été si payantes que ça. Vraiment. OK. Puis c'est tout ça aussi, une situation personnelle aussi qui a mené à un divorce. Tout ça en même temps. Fait que, une belle situation. T'as goûté une grosse poutine. Une grosse poutine. Puis écoute, par contre, je peux t'assurer que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans le sens où ça a été un moment extrêmement difficile. Donc, au moment où c'est arrivé, c'était ultra difficile, puis probablement que j'ai fait une dépression, mais pas diagnostiquée. Mais de là, de ce désespoir-là, ont sorti mes meilleures idées. Arrête, pour vrai? Les meilleures idées sont sorties de là. Vu que j'étais courtier, je faisais tout.
tout seul, je suis un one-man show. C'est moi qui faisais le courtage, c'est moi qui trouvais les opportunités. C'est moi qui étais un petit peu dans la rénovation, qui gérait le champ. Je n'étais pas capable d'en faire bien plus non, que 8, clair, 10, 12, je pense, dans le top. Tu ne peux pas autant, comme tu dis, là, être sur le terrain, gérer tes flips, les rénovations, etc. Puis en plus, trouver ou vendre tes vendeurs, leur donner un super bon service en plus, puis toute exécuter la transaction de A à Z, et c'est sûr que... Fait que j'étais très éparpillé. Mais effectivement. Ce qui a fait que je me suis dit, bon, si je veux vraiment grandir, je dois déléguer, je dois être capable d'avoir quelque chose pour me multiplier. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai parti un groupe qui s'appelait Tandem. Qui, dans le fond, l'idée derrière ça, c'était de prendre des gens qui voulaient débuter dans l'immobilier, qui voulaient débuter en tant qu'investisseurs, mais qui n'avaient pas nécessairement le courage ou les connaissances ou les ressources pour le faire d'eux-mêmes. Fait que moi, ça, c'était en quelle année, ça? 2015, fin 2015, début 2016. Puis, bon, à cette époque-là, moi, j'avais pas une scène dans mes poches, j'étais même loin dans les dettes. Je partais de moins 125 000. Puis, je me suis dit, la seule chose qui me restait, c'était mes connaissances, ma santé, mon énergie. Fait que je dis, je vais essayer de partager ça pour mon bénéfice et celui des autres aussi. Fait que dans le fond, ça a été comme le switch de, genre, moi tout seul dans mon coin à... Là, je décide de partager avec les autres. Là, je décide de redonner les autres puis de donner de la valeur. Ça a fait un gros switch. Ça a fait un gros switch. Puis, avec ça, comme je disais tantôt, j'ai fait une équipe. On était plusieurs au début. Bon, évidemment, c'était moins ma tasse de thé au début. Fait il y a certaines choses qui étaient peut-être, justement, qui ont tombé dans un crack ou c'était peut-être pas la façon la plus efficace. C'est jamais parfait de toute façon. C'était mes débuts, c'est normal. Il y a plein d'erreurs qui se sont faites là-dedans, mais j'ai quand même aidé plusieurs personnes à réaliser des transactions, à faire des flips. Puis, tu sais, il y en a plusieurs qui sont sortis contents de ça. Il y en a plusieurs qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. T'étais-tu comme leur coach? C'était comme une école de formation? Exact. Un peu style formation, mais en même temps partenariat. Parce qu'eux faisaient partie du deal du début à la fin. Ou s'ils voulaient quitter à un moment donné, on pouvait juste leur donner un montant et quitter à ce moment-là. S'ils ne voulaient pas nécessairement embarquer dans la transaction ou s'il n'y avait pas nécessairement des ressources ou ils voulaient peut-être juste trouver des transactions. Fait que de ça, ça s'est amélioré. On a restructuré, on a essayé d'autres choses. Fait que juste en résumé vite, parce que là tu étais parti comme une machine, là, comme une flèche. Ta spécialité, parce que justement avec tous les investisseurs, les investisseurs ou les gens que j'ai interviewés jusqu'à présent, JF, Jocelyn, chacune de ces personnes-là, ils ont une spécialité, ils ont leur force ou quoi que ce soit, puis l'équipe, puis leur business qu'ils ont monté. Toi, parce que là, c'est ça que j'aime avec ce que tu m'expliques, c'est que c'est un petit peu différent. Toi, ta force, ta spécialité, c'est quoi, juste pour que les gens qui connaissent pas vraiment ça? Ma spécialité, c'est de trouver une opportunité. Trouver une opportunité, donc la qualifier que c'est un vrai deal, qualifier le propriétaire aussi qu'il a besoin d'aide, il a besoin d'une solution, puis il sait pas trop quoi faire. Ensuite de ça, closer le deal, donc arriver à trouver une situation gagnante-gagnante autant pour moi que le propriétaire et évaluer la propriété, donc évaluer combien qu'elle vaut aujourd'hui, combien qu'elle vaut une fois rénovée, c'est combien de travaux qu'il y a à faire, combien de temps ça va prendre. Ça, c'est vraiment mes forces. Puis je me suis rarement trompé là-dedans. Évidemment, au début, j'ai fait des mauvaises transactions, c'est correct, j'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare que je fais des erreurs, puis mes évaluations sont très proches de la réalité. Parfait. Puis c'est quoi les titres? Parce que je sais qu'il y a différents titres. Je sais qu'il y a les prospecteurs. Toi, tu te qualifies-tu comme un prospecteur? C'est quoi? Bonne question. Oui, je suis un prospecteur. À quelque part, oui, parce que je déniche, puis après ça, j'évalue tout ça. Difficile de mettre un titre directement là-dessus. Mais oui, je suis un prospecteur, définitivement, parce que je prospecte beaucoup. Je fais moins la première étape qui est comme soit le cold call, soit le porte-à-porte. Moi, je veux plus me placer maintenant la personne qui arrive par après puis qui va closer le deal. Puisque, tu sais, j'ai une force là-dedans pour closer puis évaluer la transaction. Donc, j'ai des gens qui vont chercher pour moi. Puis une fois qu'ils ont quelque chose qui semble intéressant, ils ont une porte ouverte. Là, j'arrive, je viens évaluer puis je viens closer. Parfait. Fait que là, dans ce que tu viens de dire, il y a, il y a 3 niveaux, peu importe, il y en a différents, comment je peux dire, des équipes ou titres. Prospecteur, évaluateur et celui qui
va closer. Ouais. Ou dans tes termes, c'est quoi les... Ben oui, ça pourrait être bon. La première porte, c'est le prospecteur. Ok. Donc, tu sais, celui qui va chercher des leads intéressants. C'est quoi ces outils pour trouver? Ben pas ces outils, mais c'est de façon, tu l'as dit, c'est prospection, porte-à-porte, y en a-tu d'autres? Oui, il y en a plusieurs, évidemment. Je dirais que les piliers principaux pour la prospection, c'est pas sorcier, toi tu dois en utiliser plusieurs. Il y a la poste, donc des lettres par la poste. Okay. On peut aller porte-à-porte directement cogner. On peut aussi site web, AdWords, pay-per-click, tout ça. Donc, mettre des annonces ou même aller sur les sites d'annonces classés, j'imagine? Ça, c'est une autre manière, oui. Okay. Je parle plus afficher un site web, un landing page, comme on appelle. Là. Donc, afficher un site web. L'autre manière, comme tu dis, c'est oui, que ce soit scruter MLS ou non, Kijiji, les packs du proprio. Ça arrive qu'il y a des opportunités très intéressantes là-dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi que j'ai pas nommé? Des appels aussi. Ouais. Simplement des appels à froid, parler aux propriétaires, savoir s'ils sont intéressés à vendre. C'est pas mal ceux-là que j'utilise. Fait qu'eux autres, le prospecteur, son rôle, c'est vraiment d'utiliser ces outils-là, ouais. Dénicher l'opportunité. Une fois qu'il y a quelqu'un que c'est un potentiel, un lead, ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ça c'est fait, il m'appelle. On prend rendez-vous avec la personne. Si la personne est plus débutante, ils vont m'appeler. Sur les gens qui débutent dans mon équipe. Après ça, moi, je m'en vais avec eux autres à la propriété. Au rendez-vous, je rencontre la personne, on fait le tour, on fait une inspection, évaluation rapide de la propriété. On rencontre la personne pour voir c'est quoi ses besoins. Puis voir si nos services répondent à leurs besoins, puisque étant donné qu'on achète pour rénover, revendre ou juste acheter pour revendre, on ne peut pas acheter à pleine valeur marchande, évidemment. Parce que acheter-vendre, c'est plus ou moins 10 à 15 % si on tient en compte acquisition, possession, revente, intérêt. C'est plus ou moins 15 à 20 % de la valeur d'une propriété. Fait une maison de 300 000, calcule 15 à 20 %, il faudrait acheter, puis là, il faut rajouter le profit, évidemment, là-dessus, il faut que ça vaille le risque. Donc, j'achète entre 70 et 80 % de la valeur marchande pour que ça fasse du sens pour moi. OK. 70 à 80 % au moins en dessous de la valeur. Ouais. Dépendamment, c'est quoi? Évidemment, s'il y a des revenus, ça paye les dépenses. Dépendamment du timing dans l'année aussi. Si je sais que la propriété, je l'achète au mois de décembre pour la revendre au mois de mars, ça va prendre beaucoup moins de temps que si je l'achète au mois de juillet puis ça va se vendre au mois de février l'année prochaine. Fait que le temps dans l'année est très important. Donc, c'est pour ça la variation entre un maximum de 70 à 80 ou s'il y a beaucoup de travaux ou pas de travaux du tout à faire, si je peux la remettre tout de suite sur le marché. Si la personne a besoin d'argent rapidement aussi, ça, c'est à tenir en ligne de compte. L'argent, s'il est placé dans un fonds, s'il est placé quelque part, elle fait de l'argent. Fait que moi, s'il faut que je la sorte ou que je la prenne d'un investisseur pour la mettre ailleurs, il faut que cet argent-là continue à faire de l'argent. Donc, la rapidité à laquelle il faut la sortir, donc la rapidité à laquelle la personne a besoin de vendre, ça aussi, ça va faire varier. Ou si on a le temps d'aller prendre un prêt bancaire, on sait tout le monde que ça prend une éternité, les banques. Donc, si j'ai un mois et demi, là, je sais que j'ai le temps d'aller chercher un prêt bancaire, mais s'il faut que je notarie à l'intérieur de 2 semaines ou une semaine, on n'a pas le temps, c'est cash tout de suite. Donc, il faut que je trouve l'argent, il faut que je trouve un investisseur pour sortir l'argent tout de suite puis aller me porter chez le notaire. Fait que ça fait varier. Ça amène à peu près entre 70 et 80 % maximum de la valeur marchande. Ce qui fait en sorte que c'est pas n'importe qui va accepter ce genre d'offre-là. Non. Ça prend un besoin, ça prend une très grande motivation. Donc, ça, c'est notre travail de cibler les gens qui auraient ce besoin-là. Cibler les gens qui font en sorte que le prix a moins d'importance que le besoin en tant que tel, que ce soit parce que je sais pas, moi, leurs parents sont morts, c'est une succession, ils veulent juste s'en débarrasser. Il y a la banque qui court après, qui cogne à la porte, qui veulent saisir, qui reste à l'autre bout du pays, puis qui veulent pas dealer avec ça, qu'il y a des travaux à pu finir. Il y a mille et une raisons. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de différents cas. Autant du cas que la personne qui veut juste pas dealer avec un courtier, puis qui veut vendre demain matin, que la personne qui est malade, que la personne qui a la banque qui court après. Il y a vraiment beaucoup de scénarios. Mais il y a un besoin, il y a une demande. C'est ce qui fait en sorte que je suis là et que j'arrive à réussir. Parfait. Puis, pendant qu'on est là sur ce sujet-là, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes dans ceux qui se lancent dans les flips? Ceux que tu vois là que... Les erreurs les plus fréquentes, c'est le mauvais calcul. Mauvais calcul, Les mauvais calculs, ça c'est un classique. Autant le calcul de temps que ça va prendre avant de réaliser
toutes les rénovations et aussi la transaction, parce que mine de rien, tu le sais, t'es courtier, quand on met la propriété à vendre, bon, il y a peut-être une semaine ou deux pour la mise en marché, après ça, il y a le temps qui est sur le marché, mais après ça, il y a une offre d'achat, mais il y a les délais, puis après ça, il y a le notaire, fait que des fois, ça peut prendre 3-4 mois avant d'arriver chez le notaire. Donc, si on calcule que, exemple, moi, je passe chez le notaire demain matin pour acheter une propriété, j'ai 2 mois de rénovation, puis j'ai 2 mois de mise en vente, puis 2 mois de réalisation de conditions de programme. Fait que là, c'est 6 mois. C'est long, là. Fait que, tu sais, faut calculer que si on fait des travaux, moi, mon estimation, pour vous donner un aperçu rapide, si j'ai pas de travaux, j'estime 4 mois d'un notaire à l'autre. Donc, si tu n'as pas de travaux? Si j'ai pas de travaux, j'estime 4 mois. Si j'ai des travaux, c'est 6 à 8 mois. Et si c'est un plex qu'il faut que je tourne, qu'il faut que je sorte des locataires, en mette des nouveaux, là, on parle de 9 mois à 1 an. Puis si c'est plus gros, ben là, c'est 1 an, 1 an et demi. OK. Ça, c'est le timeline que moi, j'estime. Donc, il faut calculer les coûts de possession dans ce temps-là. En plus. Super important parce que, puis là, c'est probablement quelque chose que les gens sous-estiment. La taxe de bienvenue, il faut la calculer, mais c'est les assurances. Les assurances, ça coûte cher. Surtout si c'est vide, hein? Oui, un plex, ça va, mais les maisons vides, là, ça coûte cher. C'est 300-400 $ par mois. Fait qu'il faut vraiment tenir en ligne de compte. Puis tu sais, faut pas être gêné aussi d'estimer une commission de courtier parce que tu sais, je suis pas courtier puis j'essaye pas de vendre à rien. Je sais la puissance que ça a. MLS puis un courtier, je sais la puissance que ça a puis je sais que des fois ça peut vendre plus cher, des fois ça peut vendre plus vite. Fait que c'est bon d'estimer une commission de courtier. Puis je fais un scénario ultra pessimiste à chaque fois. Donc je me dis, si je suis capable de prendre le scénario pessimiste puis je fais encore un peu d'argent, ben c'est correct parce qu'il y a des chances que ça soit optimiste. Mais par contre, entre nous autres, c'est rare que ça arrive. C'est souvent proche du scénario pessimiste. Fait que, oui, il faut calculer taxe de bienvenue, notaire, assurance, électricité, il faut calculer la commission, il faut calculer la quittance, il faut calculer les intérêts, il faut calculer les travaux. Et un budget de surprise. Hein? Aussi, tout le temps. Toujours. Puis 99,9% des cas, tout le budget de surprise est brûlé automatiquement dans les rénovations. Tout le temps. Non, avec les coachings, les informations que j'ai eues, tout ça, j'ai entendu dire, calculer environ 5 à 10 %. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend des années. C'est un très bon point. Les années de construction? Oui, ça dépend des années de construction parce que 1980 en montant, les codes pour la plomberie et l'électricité sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de plomberie, électricité ou très peu à refaire. Donc ça, c'est très important parce qu'on s'entend que c'est caché dans les murs, fait que même si on les refait, ça n'a pas de valeur. Versus maison avant. Donc moi, j'estime habituellement 80 et plus, un 5 à 10 % comme tu disais. Si c'est 60-70, c'est 10 à 15 %. Si c'est avant 60, c'est 15 à 20 %. Plus c'est vieux, plus j'en rajoute des budgets de surprise. Ah, c'est bon, c'est une bonne façon de le voir. Question pour toi, je parlais avec un prêteur privé la dernière fois, même pas comme 1 semaine, 2 semaines, puis il me disait que par rapport aux flips, souvent avec les prêteurs privés, parce que c'est pas, les banques font pas les flips. Mais ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les flips, donc souvent les gens vont aller vers un prêteur privé. Mais que souvent avec les prêteurs privés, que dans les flips, avec les erreurs que le flipper faisait, que souvent c'était plus le prêteur privé qui s'en sortait gagnant. Évidemment, veut pas le prêteur privé, il y a un intérêt fixe à chaque mois. C'est ça. Fait que lui, plus que ça prend de temps, plus qu'il va être payé cher. Donc, le nerf de la guerre, et ce que je redis à tout le monde, c'est avant le notaire, il faut être prêt. Luc et Luc, là, les deux. Il faut être prêt. Donc, c'est pour ça la préparation, c'est pour ça toute l'évaluation d'avance. Moi, je me fais un beau fichier où est-ce que j'ai tous mes tableaux, puis j'ai exactement tous mes budgets pour chaque section, budget pour budget pour la plomberie, budget pour l'électricité, budget pour le paysagement, budget pour ci, ça, j'ai à peu près 25 catégories différentes. Puis, faut être prêt. Soumission, faut que les gens soient prêts à rentrer. La minute qu'on passe chez le notaire, il y a la masse dans ma valise avec une petite pancarte à vendre. Puis, je signe, je m'en vais à la maison, puis on commence à démolir la minute que c'est signé. C'est super important parce que, n'oubliez pas, prêt privé, prenons un exemple. La maison vaut 300 000, qui est une maison moyenne à Montréal. 300 000, si, exemple, on met 20 %, on a 240 000 de prêt. 240 000 de prêt à 12 %, qui est la moyenne d'un prêt privé, ça fait 2400 pièces par mois. 2400 pièces par mois, on le divise à chaque jour, c'est à peu près quoi, 700-800 pièces par jour.
Je te calcule-tu bien, là? Non, c'est moins que ça. C'est moins anyway, calculez-le chez vous, j'ai pas de calculatrice avec moi. Calculez combien ça vaut par jour. 200, 300, 400, 800, dépendamment par de la jour. maison. Par jour! Calculé par jour. Calculer par jour, c'est super important. Quitte à avoir 1 ou 2 ou 3 gars de plus, ça coûte moins cher avoir 2 gars à temps plein, quitte à les payer en surtemps, qui finissent la job à minuit le soir. Ça coûte moins cher que de payer le prêteur privé. Systématiquement. 2400, ça veut dire 600 pièces par semaine. 600 pièces par semaine, on va le payer anyway. T'aimes-tu mieux payer 600 pièces à un prêteur privé ou 600 pièces à des gars de Renault? Moi, je préfère les donner à des gars de Renault pour que ça se fasse plus vite. Parce que là, c'est une question de rentabilité encore. Si vous faites le projet à l'intérieur de 4 mois, exemple, on clenche les travaux, on fait ça un mois, on met en marché. 4 mois après, on a vendu, on a de l'argent dans nos poches, puis on est capable d'en faire un autre. Une grosse différence si vous êtes capable d'en faire 3 dans l'année versus 2. Exemple, vous avez 300 000 cash, vous faites 2 transactions par année avec un 30 000 de profit qui est 10 vous faites 60 000 sur votre 300 000. Versus si vous êtes capable de clencher, puis vous faites 25 000 parce que vous avez payé plus cher les gars, puis XY, ça vous donne 25 000, mais vous êtes capable d'en faire 3, c'est 75 000 de profit. Donc, beaucoup plus de rentabilité. Wow. Tu fais combien de fils par année présentement? Une vingtaine de transactions par année en ce moment. Mais là, on a quadruplé notre budget, on implémente des systèmes et tout, donc ça risque de monter énormément. Vingtaine de flips, tu vis que de ça? Oui, ça fait 5 ans que je vis que de ça. Ouais. Acheter, t'as-tu un parc, t'as-tu des propriétés, à part ton duplex, t'en as-tu d'autres j'ai un autre sur le long terme? J'ai un autre duplex qui est aussi un duplex que j'ai acheté qui n'était pas un super bon achat. Mais là, ça fait, il y en a un qui ça fait 10 ans, l'autre ça fait 8 ans que j'ai. Fait que je les garde par défaut parce que c'est super difficile pour moi d'avoir un financement. OK. Fait que je me dis, tant qu'à les vendre, je ne serais pas capable d'en racheter un autre, fait que je vais le garder. Moi, il faut tout le temps que j'aille un partenaire puisque c'est une compagnie, de la façon dont je me paye, pour la banque, j'ai pas de job. Fait que c'est compliqué, puis je fais des demandes de crédit, ce qui fait fluctuer beaucoup mon pointage. Fait que c'est vraiment difficile pour moi d'avoir du financement. Fait que quand j'achète quelque chose, je le fais en partenariat. J'ai acheté quelques portes, puis on a tout revendu. Puisque, je veux dire, si tu ouvres ton esprit à d'autres marchés, parce que là, ici, on est à Montréal, c'est un gros marché, mais si on ouvre l'esprit à d'autres marchés, puis là, je parle de pas juste Toronto puis Ottawa, je parle d'aller aux États-Unis, aller dans le Midwest, aller voir la rentabilité là-bas. C'est complètement ridicule à comparer à ce qu'on a ici. Tu sais, qui ressemble un petit peu à la rentabilité, exemple, d'un immeuble à Shawinigan. Tu sais, pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur de Shawinigan, tu sais, on achète des sixplex pour 70 000 $. Puis, bon, c'est super rentable en termes de cash flow. On s'entend qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec ça. Aussi. Parce qu'il y a beaucoup de BS là-bas. C'est ce que si vous êtes BS, okay, c'est correct. Vous faites vos choix, c'est correct. Mais ça vient avec souvent des problèmes. Par contre, si vous allez au marché américain puis vous regardez un petit peu ce qu'il fait, vous avez la même rentabilité dans des marchés super stables avec des bons locataires. Même pas besoin d'aller loin là, pour aller juste à Buffalo ou à Syracuse, à New York. C'est hallucinant. Des maisons unifamiliales qui rentabilisent à 8 000 par année de cash flow. Je veux dire, c'est difficile d'avoir ça. Une maison unifamiliale. Une maison. Qu'on va payer 150 000 puis qui rapporte 8 000 de cash flow par année. On n'aura jamais ça ici. Non, pas ici, vraiment pas. Ce qui fait en sorte que je suis comme, ça vaut-tu vraiment la peine d'acheter des portes ici? Oui puis non. T'as quel âge? J'ai 37. T'as 37? Hey, ouais. On a le même âge, c'est vraiment fou. Même âge, t'as commencé en 2008, j'ai commencé en 2009. C'est tellement drôle en plus, mais je pense, je t'ai peut-être croisé chez Proprio Direct parce que moi j'ai commencé chez Proprio Direct. Ma première année c'était chez Proprio Direct, mes 3 premières années, après ça j'ai changé pour Remax. OK. Mais parfait, puis là tu me parlais tantôt d'un groupe mastermind, un groupe d'esprit maître du monde qui ont monté une business de formation de coaching mais aux États-Unis. Explique-nous ça un peu parce que ça a l'air. Il y en a beaucoup là, des écoles de coaching et tout ça aux États-Unis. Puis tu sais, dans toutes les sphères différentes, bon, un peu comme au Québec, il y a plusieurs variétés de formations ou de choses comme ça. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas ce que je voulais ici. Fait que j'ai décidé. C'est quoi que tu voulais, toi? Moi, ce que je veux, c'est monter une business de prospection. Puis, il n'y a personne qui monte ça ici. Je connais quelques individus qui font un petit peu quelque chose de semblable. Mais il n'y a pas un système, puis il n'y a pas un gros joueur qui contrôle une grosse partie du marché ici. Ce qui fait en sorte que c'est ça que je vise.
Donc, vous savez exactement, bon, c'est quoi mon plan dans les prochaines années. C'est ça, c'est de dominer le marché de à Montréal. Trouver, dénicher les opportunités, puis après ça, d'avoir le choix de les revendre, des flipper ou de... Ben, les flipper évidemment, mais... Oui, exact. Donc, à travers ça, c'est ça, que ça soit redistribué, session de PA, faire moi-même les flips, développer un parc immobilier à travers ça, possiblement, dépendamment des opportunités, puisque chaque opportunité a ses différences. Puis aussi, bon, selon le temps ou selon les partenaires qui sont là-dedans aussi, on va décider de qu'est-ce qu'on fait avec. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le plus d'opportunités possible, puisque c'est comme plein de petites personnes un petit peu, ou à travers les courtiers, ou à travers quelques personnes qui font des flips. Mais il n'y a pas comme un système précis avec un modèle standard qui fait ça. Ce que je trouve qui manque un peu ici à comparer ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as vu de wow là-bas? Ben, c'est pour ça que je suis allé m'informer là-bas. Puis bon, il y a beaucoup de choses. Puis je suis allé dans un événement précis qui était très, très, très ciblé là-dessus, très ciblé sur du wholesaling, qu'ils appellent en anglais, qui est bon, de vraiment dénicher les opportunités à travers une compagnie de marketing. Puis je me suis retrouvé dans un événement là-bas que j'ai vraiment, vraiment allumé sur exactement qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai décidé de prendre un coaching avec eux autres. Puis c'est des gars qui font 300-400 transactions par année. 300-400 transactions de flip? Ouais, 300-400 transactions de flip, autant revente de PA que rénovation, que revente clé en main et tout. Wow! Il y en a quelques-uns que j'ai interviewés aussi à travers un podcast. Moi, je suis allé dans un podcast, je suis allé rencontrer quelques-uns de ces gars-là dans leur business, dans leur bureau, voir comment ils fonctionnaient et tout. Là, j'ai du coaching à toutes les semaines. Là, je m'envoie à des événements régulièrement. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez le voir dans mes stories. Des fois, je suis parti, comme il y a 2 semaines, je suis parti à Dallas. Là. Dans 2 semaines, je m'en vais à San Diego. Pour continuer à suivre ces gars-là, parce que je veux être proche, je veux savoir comment ils font, puis je veux ramener ça ici, un beau gros système qu'il n'y a pas nécessairement ici. Fait que, puis il y a de la place, parce que de ce que j'ai vu là-bas, ici il y a de la place, malgré le fait qu'on n'a pas les mêmes outils, on a des outils différents. À cause de la vie privée, tout ça, c'est un petit peu différent, mais on a quand même les ressources nécessaires pour le faire. Fait que c'est vers ça que je m'en vais. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas nécessairement prospecteur, mais qui aimerait dénicher des opportunités, on a quelque chose qui s'en vient pour vous autres. Ça va être super génial. Et si jamais vous voulez investir aussi, il va y avoir quelque chose pour vous autres aussi. Ça s'en vient, c'est proche, on est en train de monter ça. Tout ce qui touche au flip. Exact. Tout ce qui touche au flip, moi je veux. Étant spécialisé et étant fort dans la prospection, je vais me concentrer beaucoup là-dessus. Puis fort possiblement que je ne serai pas capable de gérer tous les deals que je vais avoir. Donc, je vais avoir besoin de gens comme vous à la maison. Pour récupérer ces deals-là que moi je ne pouvais pas faire. Puis il va y avoir de la place encore, inquiétez-vous pas. Puis on a même quelque chose qui va être un peu clé en main, c'est-à-dire déjà filtré, déjà planifié, déjà structuré, possibilité de financement inclus et tout, puis possibilité de suivi jusqu'à la fin pour être sûr que vous faisiez de l'argent pour après ça d'en racheter un autre, pour créer une business récurrente, évidemment. Si vous êtes satisfait une fois, vous allez être satisfait plusieurs fois. Fait que moi, mon but à travers ça, c'est autant que les gens fassent de l'argent que moi aussi, puis que le vendeur continue à me serrer la main puis soit content. Parce que ça arrive régulièrement. Pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, parce qu'en ce moment, on s'entend qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, c'est comme un trend, là. Il y a beaucoup de monde qui veulent se lancer en business, ne savent pas où, comment, quoi. Puis ils entendent l'immobilier, fait qu'ils se disent, bon, tu sais quoi, je vais me lancer dans l'investissement immobilier. Ce serait quoi, mettons, 3 trucs pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, mais 3 trucs pour s'assurer qu'il puisse réussir et faire de l'argent rapidement? Très bonne question. Je dirais que oui, c'est vrai que c'est un trend parce que l'immobilier a des cycles. Donc, vous pouvez lire, je me souviens plus c'est qui l'auteur, mais il y a un livre qui s'appelle Immobilier en 2025. Qui parle des cycles immobiliers. Donc, super important de connaître vos cycles immobiliers. En ce moment, on est en haut de la courbe ou on se dirige vers le haut de la courbe, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'engouement. Tout le monde pense qu'il y a de l'argent à faire dans l'immobilier facile, fait que tout le monde se lance dans l'immobilier. C'est normal, ça fait ça tout le temps à répétition. Donc oui, il y a un trend, un peu à cause de ça, puis il y a un trend aussi à cause des médias sociaux. Mais un truc, collez-vous à quelqu'un qui le fait. Collez-vous à quelqu'un qui fait exactement ce que vous faites. Soyez pas gêné d'approcher les gens. Moi, j'ai approché les gens qui sont 100 fois plus gros que moi. Puis,
sais, message direct, hey, salut, je veux parler avec toi, je veux t'interviewer, je veux te parler au téléphone, je veux aller te voir, n'importe quoi. Puis, tu sais, évidemment, essayer d'apporter une certaine valeur parce que sinon, ben, vous allez juste finir dans les spams. Parce qu'ils sont, tu sais, comme n'importe qui, je veux dire. Si on reçoit beaucoup de messages, ben, il y en a une couple qui vont dans les spams. Fait que, essayez d'apporter une valeur, évidemment, que ça soit comme, puis pas genre, comment je peux t'aider? Juste genre, est-ce que je peux faire quelque chose dans ta business? Je peux-tu travailler pour toi gratuit pendant une semaine, pendant un jour, n'importe quoi? Je peux-tu te suivre, prendre des notes, t'assister? Ça, c'est une très bonne manière d'apporter de la valeur pour les gens qui sont investisseurs super occupés. Puis les aider en même temps que vous apprenez. Et ça, c'est quoi? Règle numéro 1, parce que c'est pas juste nécessairement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est super important la connaissance, mais l'action est 100 fois plus importante. Parce que là, quand vous vous collez à des gens qui le font, ben vous voyez l'individu, le mindset, comment il se comporte, comment il deal avec des gens, comment il deal à travers différentes situations, comment il deal pour lui-même, avoir tant d'énergie, puis être capable de dealer avec tant de choses, parce que, je veux dire, il y a des gens qui connaissent énormément de choses, mais qui ne passent pas à l'action. Pour passer à l'action, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de motivation et beaucoup d'énergie pour être sûr de travailler plus que tout le monde, pour avoir plus de résultats que tout le monde. Donc, il y a quelques trucs pour savoir justement comment être boosté d'énergie toute la journée jusqu'à 9, 10, 15 heures. Puis faire des longues journées puis être capable de justement monter une business parce qu'il faut travailler sur la business et après ça, dans la business, pour trouver des deals, dénicher, mais après ça aussi, bon, comptabilité, employé, c'est quoi ma structure, c'est quoi ci, suivi, ci, ça. Fait que, il y a beaucoup de choses à faire, tu sais, courtier. Il y a beaucoup de petites braquettes un peu partout, puis il faut dealer avec tout ça. Fait que, se coller à quelqu'un, connaître ses cycles, connaître les cycles immobiliers. Oui, connaître les cycles immobiliers. Puis 3, ce serait? 3, passer à l'action. That's it. Passer à l'action. C'est pas compliqué. Ça a l'air que non, là. Mais je vois tellement de gens qui sont comme, ah, mais là, il faudrait que je fasse un autre cours, une autre formation, un autre ci, un autre ça. Boy. Guys, moi, je connaissais rien. Puis oui, je me suis planté, mais je suis encore dans l'immobilier aujourd'hui et j'ai réussi. Puis ça m'a appris énormément. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs, justement, t'es sûr qu'une fois que tu as fait l'erreur, tu ne le referas pas 2 fois. Fait que, tu sais, c'est bon d'avoir un peu de connaissance. Je dis pas le contraire. C'est bon d'avoir un peu de connaissance, mais faut pas exagérer non plus. Faut passer à l'action le plus vite possible. En parlant d'erreurs, c'était quoi ta plus grosse erreur que tu as faite? Celle-là que t'es comme, boy, j'en ai bavé, puis je savais même pas comment m'en sortir, mais tu as fini par t'en sortir. J'en ai déjà parlé dans une autre interview. C'était une maison, bon, étant suivant un petit peu beaucoup qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis, eux autres, il y a une transaction qui s'appelle Subject to, donc sujet à, qui en long veut dire achat sujet à garder l'hypothèque actuelle. OK. Donc, c'est très créatif comme transaction, mais il s'agit de prendre un propriétaire en détresse et tout ça qu'on ne peut pas nécessairement acheter comptant parce que l'offre est trop basse ou quelque chose comme ça, il y a une situation particulière, mais on se retrouve à acheter les titres mais en gardant l'hypothèque au nom de la personne. Donc c'est très particulier comme transaction, ça prend une situation puis un vendeur particulier. Mais ça fonctionne, c'est juste que moi étant le gars qui connaît rien mais qui va de l'avant, qui passe à l'action. C'est ça. Naïvement, je le fais pareil. Je dis, ah, ça marche là-bas, ça va marcher ici. Donc j'ai fait un subject to avec une propriété. Puis la propriété était géniale, elle était proche de chez nous, tout ça. J'étais comme, ah, je vais la rénover, je vais faire tout ça. Puis propriétaire, inquiétez-vous pas, je vais faire vos paiements. Fait que tout s'est bien passé. Le seul hic, c'est que c'était une maison de pouce, ok? Puis les propriétaires, bon, entourloupés dans une gamique, puis ils se sont retrouvés. Toi, tu savais pas, tu l'as su après, genre? Non, je le savais, je savais tout ça. T'sais, eux, ils étaient dans une gamique, puis ils faisaient pousser dans le sous-sol. Fait que j'ai fait l'inspection nécessaire. Bon, fallait stripper le sous-sol, évidemment, c'était correct, mais c'était quand même. Je vois que c'était pas des amateurs qui ont fait ça. Fait que l'aération était très bonne, puis il n'y avait pas tant de moisissures. Mais l'historique est là pareil. L'historique est là pareil. Ce qui fait en sorte que moi, ça ne rentrait pas justement dans mon évaluation. Fait que je leur ai dit, je vais prendre vos paiements, je vais rénover la maison, je vais décontaminer, je vais faire les tests, puis on va la revendre. Les autres, ils étaient super ouverts à ça. Déménage, tout ça, je commence les rénovations, on décontamine, on strippe tout, on met ça propre, on arrive, on rebâtit, puis là, à peu près 1 mois et demi plus tard, bon, en plus du fait que j'avais pas nécessairement le meilleur partenaire là-dedans, j'ai comme pris n'importe qui, genre, juste parce que pour avoir quelqu'un, Seigneur de la vie, c'était le meilleur partenaire.
Fait que c'est un petit peu. Déjà, ça, c'est un peu sketchy, mais en plus, 1 mois et demi plus tard, je suis en train moi-même de faire des rénovations. Puis, toc, 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 ça cogne à la porte. J'ouvre la porte. C'est la police. OK. Fait que je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, bonjour monsieur, êtes-vous le propriétaire de ça? Je suis comme, non, je suis pas le propriétaire, mais je suis un ami de, tu sais. Là, OK, bon, mais la maison est une pièce à conviction dans la poursuite. Donc, on vient saisir la maison comme pièce à conviction. Vous n'avez plus le droit de toucher à quoi que ce soit. Vous n'avez plus le droit de transformer la maison. Il faut qu'elle reste telle qu'elle. Wow! Fait que là, Wow! Oh my God! Qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je suis rendu à 20 000 d'investis dans la maison, là. Wow! Là, je suis comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Là, la première fois que je vois ça, je sais pas ce qui se passe. Fait que là, d'un, je peux plus rien faire. La maison est gelée. Exact, la maison est gelée. Fait que là, OK, fait que, écoute, j'ai tout ramassé les matériaux qui restaient, tout ramassé mes outils, je suis allé reporter ça au magasin, j'ai rechippé mes outils chez nous. Puis là, ben, tu sais, ils m'ont laissé un papier, un document par rapport à la maison. Fait que là, fouille là-dedans, lis un petit peu ça. Puis là, OK, c'était la directrice des poursuites criminelles pénales qui s'occupait de ça. Je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe avec la maison? Si ça m'explique un peu le processus, puis là je suis comme OK, tu sais, qui va mettre la maison en vente? Qu'est-ce qui se passe? Là, je posais beaucoup de questions parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Finalement, la porte de sortie qu'elle m'a dit, c'était que la maison pouvait être vendue si le juge l'autorisait. Fait que là j'ai fait comme OK, je suis courtier, je vais me démerder. Puis là j'ai pédalé pour la convaincre de me prendre moi comme courtier pour revendre la maison. Fait que là, elle a fait OK, elle a soumis la demande au juge. Le juge a accepté de la vendre. Puis elle a accepté que ça soit moi le courtier. Fait que là, je mets ça à vendre. Là, la maison est à moitié rénovée. C'est ça qu'elle allait dire. Fait que ça peut pas se vendre bien cher. Fait que là, je suis comme shit. Écoute, on a reçu une offre en dessous du montant de l'hypothèque, en dessous des dettes. Fait que là, une autre affaire à faire passer parce que là, faut que moi je sois payé. Puis en plus, il faut que la banque dise oui pour vendre en dessous du montant. Parce que là, la décision d'accepter ou de refuser, ça dépend même pas de toi. Parce qu'il faut que tu. Faut que ça soit accepté par le juge, directeur des poursuites criminelles pénales et la banque. Parce que la banque a encore une hypothèque là-dessus. Là. Wow. Mais là, l'avantage, c'est que la maison était gelée. Fait que la banque, même la banque pouvait rien faire. Ouais, c'est ça, là. C'était une pièce à conviction, la banque était gelée, fait qu'elle fait comme je peux rien faire. Fait qu'on a réussi à convaincre la banque comme ça que de dire, ben écoute, tu vas perdre 10 000, mais au moins tu n'auras plus cette maison-là dans les jambes qui est gelée anyway, parce que la banque ne pouvait rien faire. Puis en plus de ça, convaincu l'autre personne de vendre en dessous, convaincu le juge de vendre en dessous, puis que ce soit moi qui vende, puis que j'aille la commission, puis écoute, le gros tralala de branle-bas, ça a pris genre 2 mois. On a réussi à vendre, j'ai récupéré la commission qui a minimisé mes pertes, mais j'ai quand même perdu à peu près 12-13 000 pièces là-dedans. Puis tu sais, quand c'était dans mes débuts, fait qu'on s'entend que si je fais 30-35 000 par année, puis j'en perds 13, ça reste pas beaucoup. Ouais. Puis là, écoute, c'était quand mes enfants ils étaient tout petits bébés, fait que je travaillais pas 12 mois par année, tu sais. Ouais. C'était un petit peu plus lousse parce que je voulais être là quand mes enfants étaient petits. Fait que c'est ça, j'avais pas un gros salaire. Je faisais à peu près 35 000 par année, puis j'en ai perdu 13. Ça a fait mal. Ouch. Puis c'était quoi ta grande leçon à travers ça? La grande leçon à travers ça, c'est de trouve des meilleurs partenaires. Fais attention. Ça, c'est comme un mariage. C'est comme une blonde, comme un chum. Trouve des bons partenaires. Puis assure-toi que c'est quelqu'un, tu sais, de avec qui tu t'entends bien. De 2, quelqu'un avec qui tu as les mêmes valeurs, tu partages les mêmes choses. C'est vraiment, vraiment important pour que vous soyez alignés vers la même chose. Et quelqu'un qui connaît quelque chose que toi, tu connais pas, au moins. T'sais. J'adore ce que tu viens de dire le dernier point. Ouais. Faut voir quelqu'un qui te complète. Oui, ça, là, tellement important. Là, les partners, ça m'a tellement ralenti au fil des années. Là. Je pense que c'est ma plus grosse erreur, c'est d'avoir fait un paquet de, pas mauvais, mais c'était pas les meilleurs partnerships. Il y en a eu des mauvais, il y en a eu des corrects, mais c'était pas optimal. Ça m'a ralenti énormément. Parfait, puis toi, à travers tout ça, à travers tes périples, c'est quoi tes trois clés qui t'ont permis d'avoir le succès que tu as aujourd'hui? Les 3 clés, c'est d'arrêter de faire ça tout seul dans mon coin. Numéro 1, arrêter de faire ça tout seul dans mon coin, puis ouvrir, partager mes connaissances, pas avoir peur de partager mes connaissances avec les gens, puis pas avoir peur de partager les chiffres, puis de vouloir aider les gens, puis il n'y a pas de compétiteurs, on collabore ensemble, puis on trouve le moyen de trouver son compte en bout de ligne. Ça, c'est la clé numéro 1.
La clé numéro 2, c'est d'arrêter d'être une tête dure puis de s'ouvrir l'esprit à être coachable. Être coachable entre guillemets puis apprendre de ce que les autres font parce que j'étais comme.